Les balados Ancrage avec Carlo Coccaro et Hélène Parent. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Ancrage. Carlo Coccaro avec vous, accompagné d'Hélène Parent. Salut Hélène. Salut Carlo. Hélène, on se fait souvent demander pourquoi on fait ça, ce balado Ancrage-là. Puis c'est important de le mentionner. On fait ça parce qu'on est obsédé par le bien-être du personnel scolaire. La charge et la surcharge de travail, elle est grande. Les irritants sont nombreux dans les relations avec les élèves, les relations entre les adultes entre eux, avec les parents. Tous les défis qui se vivent dans la classe, mais aussi dans l'école en général, amènent un paquet de problèmes, un paquet de défis, un paquet d'enjeux. Puis nous, on a décidé d'attaquer ça. Puis avec le balado, c'est ce qu'on fait aussi d'une autre façon. Bien, tout à fait. À chaque fois que je parle d'ancrage à mes amis enseignants, c'est comme « Ah oui, le besoin est là ». Tu sais, sous-entendu, même quand ça va bien, même quand on réussit bien, même quand on est épanoui comme prof ou comme intervenant scolaire, on sait tout ce que ça prend, tout ce que ça demande comme énergie, comme temps. Donc, on veut vraiment, avec Ancrage, soutenir le bien-être de plein de façons possibles. Moi, on me dit souvent, quand j'écoute le balado Ancrage, j'ai l'impression d'être là, qu'on jase entre nous, vous parlez d'un sujet qui me tient à cœur. Des fois, j'applique des trucs, des fois non, mais ça me fait juste du bien de vous entendre avec vos invités qui abordent ces sujets-là qu'on entend trop plus souvent, malheureusement, au quotidien. En tout cas, on est content de faire ça. Tout à fait. Puis aujourd'hui, Hélène, on reçoit Richard Robillard pour la deuxième fois au balado Ancrage. Puis on parle de... Parce que moi, je trouvais que c'est du développement personnel avec ce qu'on appelle les forces de caractère, qui sont 24 forces de caractère là, dont on va parler. C'est tellement important, puis ça peut vite être vu comme une montagne aussi pour le personnel scolaire, d'avoir à développer encore des nouvelles compétences. Pourquoi tu voulais qu'on aborde ce sujet-là? Bien, avec Ancrage, on parle beaucoup de présence attentive, mais on sait que c'est pas la seule chose sur laquelle on s'appuie quand on veut développer notre bien-être. Fait qu'avec des collègues qui étudient aussi le champ de la présence attentive, on se dit, bon, bien, qu'est-ce qu'il y a aussi en psychologie positive? Puis les forces de caractère, c'est quelque chose qui ressort souvent. Mais des fois, il y a une perception négative par rapport à la psychologie positive, justement, de croire que c'est une recette magique ou que c'est simpliste ou que c'est réducteur ou que ça remet toute la responsabilité sur les épaules de la personne. Mais pour ma part, quand j'ai découvert les forces de caractère, je trouvais que c'était le contraire, c'était déculpabilisant, libérateur de se rendre compte que dans le fond, il y a plein de forces qu'on a déjà, puis est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus? Donc, moi, je le résumerais comme ça, mais je ne suis pas spécialiste. Alors, c'est pour cette raison qu'on a fait venir parmi nous quelqu'un qui s'y connaît très bien en force de caractère. Absolument. Accueillons-le dès maintenant, puis on se retrouve dans quelques secondes. On est très heureux d'accueillir le psychopédagogue préféré d'Ancrage, Richard Robillard. Bonjour, Richard. Bonjour, merci. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue. C'est un plaisir. Richard, je vais aller dans le vif du sujet. Vous dites que c'est important de développer ses forces de caractère quand on est un enseignant ou un intervenant scolaire. Pourquoi? Mais parce que c'est la base de tout. Si on parle des 24 forces du caractère qui sont divisées en 6 vertus, déjà, on voit que c'est quelque chose qui nous emmène à bien vivre. Malgré les adversités, les obstacles qui sont inhérents à la vie est difficile par moments, mais elle n'est pas juste difficile. Hein? C'est ça qu'on voit en psychologie positive. Hein? Les gens s'imaginent que c'est la recherche absolue du bonheur. C'est pas vrai. D'abord, le bonheur, il est impermanent. Parfois, on l'a, parfois, on l'a pas. On le sent pas. Et puis, il y a des chercheurs. Puis je vais faire éloge ici à nos chercheurs, Martin Seligman, un psychologue, chercheur aux États-Unis, en l'an environ 2000, dans un grand congrès où il y avait des milliers de psychologues. Il a dit « c'est terminé ». Ce qu'il voulait dire, c'est que depuis 1930, on a une psychologie pathologique. Et c'était correct, les guerres, les maladies psychologiques. Il y avait une découverte à ce moment-là. Ah oui, puis Martin a fait des découvertes extraordinaires sur le pessimisme appris, le négativisme appris, la dépression, en partant de ses propres expériences avec, par exemple, son père. Bon, mais il a dit, il n'y a pas juste ça. Puis là, on a mis un DSM, le livre des pathologies. Au début, la première version, il y avait une quarantaine de pathologies. Dans les dernières, c'est 400 pathologies. À un moment donné, il faut peut-être s'arrêter. Puis lui, il dit, on pourrait faire un on-DSM, un complément.
Puis il dit, je vais prouver scientifiquement, avec différentes sciences humaines, que l'être humain possède des potentiels de force. Certains appellent des qualités, mais c'est des forces qu'on a. Puis il dit, on va les diviser en quelque chose que toutes les sciences humaines recommandent, des vertus. Okay. Qui est contre la vertu? Mais la vertu, ce mot-là, c'est un mot qui est galvaudé. Hein? Je pense que moi, je le comprends pas bien, ce mot-là. Qu'est-ce qu'il veut dire, le mot vertu? Mais c'est quelque chose qui fait en sorte que on est appelé à vivre en essayant de mettre de l'avant les bontés, les qualités qu'on a, qui deviennent une vertu. Exemple, la vertu de la sagesse. C'est une vertu, ça. Okay. Qu'on le veuille ou pas. Ouais. Toutes les religions là, en parlent. La vertu de la transcendance. Transcender des éléments de notre vie pour aller plus loin. Ou la vertu du courage. Qui n'a pas cette vertu du courage-là? Hein? De la tempérance. Ah, la merveilleuse tempérance. Mais la tempérance, c'est un mot que je connais pas tant non plus. Là, je montre à quel point je manque de connaissances. Mais la tempérance, ça s'exprime comment? Concrètement, là, ça veut dire la quoi dans tempérance, le ça quotidien des gens? s'exprime par la maîtrise de soi. Ça s'exprime par inhiber ses pulsions. Hein? Selon Martin Seligman, la tempérance aussi, c'est la discrétion. C'est arrêter de parler en mal contre les autres, peut-être. Hein? Hein? Vous me regardez comme ça. C'est l'humilité, la modestie. T'sais? Pas trop en mettre. T'sais? Dans notre société, on en met un petit peu trop. La retenue. La retenue, être simple, la simplicité. On pourrait parler de la simplicité. Alors, vois-tu, donc, il a amené avec ses recherches, puis il a prouvé que l'être humain, dès sa naissance, au niveau de sa neurologie, hein, au niveau de ses neurones, au niveau de ses connexions neurologiques, on possède ses capacités. Ce sont des capacités, des habiletés, des capacités. Même chez les enfants. Moi, ça fait 20 ans que je triture ça un petit peu dans le milieu scolaire avec des enseignants avec des enfants. Quand je fais la consultation, je fais passer un petit test très simple. Puis, il y a des enfants qui découvrent, qui ont développé inconsciemment des forces. Ben oui, c'est intéressant parce qu'il il doit y avoir des modes aussi. Quand vous avez parlé de tempérance, ça me fait penser, je trouve qu'on valorise quand même beaucoup l'extraversion ou extraversion. Puis là, peut-être que c'est intéressant de se rendre compte, moi, j'ai développé beaucoup de tempérance, puis ça devient une qualité. Alors que d'autres enseignants ou intervenants auraient pu avoir remarqué que je suis timide ou renfermée. Oui, bien la timidité, c'est quelque chose de très bien si on sait bien l'utiliser. Moi, j'ai un côté un peu timide aussi, de certaines occasions. Ça vous rend attachant. Pardon? Ça vous rend attachant. Ben, je sais pas si ma femme dirait ça, mais en tout cas, c'est autre chose. Mais c'est tout ça, tu vois-tu? Alors, si on énumère les 6 vertus, il y a la vertu de la sagesse et de la connaissance. L'importance de la connaissance, ça nous amène vers la sagesse. Okay. Hein, personne ne peut se dire sage, mais on peut nommer quelqu'un qui agit avec sagesse. C'est vrai. Mais ça veut dire qu'il a développé la force de la curiosité, l'amour de l'apprentissage. Moi, j'ai des jeunes qui me disent « j'aime pas l'école ». Ben, je dis « tu as le droit ». Hein? On force personne à aimer l'école. Mais il y a une chose que je sais de toi, t'aimes apprendre. Tu as une soif d'apprentissage. Hein? Le jugement critique, l'ouverture d'esprit, mon Dieu Seigneur, que parfois on en manque. Hein? La débrouillardise, l'intelligence personnelle, sociale et mettre en perspective. Le discernement, relativiser. Oh mon Dieu, qu'on a de la misère avec ça parfois. C'est difficile. Alors, tu vois-tu, il y a une gradation. Ensuite, il y a la vertu du courage. Hein? C'est l'exercice de la volonté pour atteindre un but malgré les obstacles. Okay. Et dans le courage, on voit la bravoure, la fameuse persévérance. Hein? Et puis, l'intégrité, l'authenticité, l'honnêteté, la vitalité. Puis on pourrait en mettre d'autres parce que chaque fosse, il y a des constellations de petites fosses autour. Comprends-tu? Puis ensuite, c'est comme les maladies, ça peut se multiplier aussi, les forces. Ben, j'aime mieux les forces qui se multiplient que les maladies. Enfin, c'est une question là, personnelle. Mais ce qui est intéressant, avant de continuer la liste, c'est que ce que vous avez dit par rapport aux jeunes, souvent les jeunes vont s'auto-catégoriser ou se faire catégoriser par rapport à un cadre donné, par exemple l'école. Les notes sont pas bonnes, ils n'ont pas de plaisir à l'école, ils n'ont peut-être pas d'amis. Et là, ils ont tendance à se mettre dans un cadre, mais moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. D'avoir un cadre externe neutre
qui permettent de mettre en valeur des forces de caractère divisées en vertus, ça peut être extrêmement puissant. Moi, c'est sûr que je vais faire ça avec mes garçons aujourd'hui. Ah, ben ça, c'est puissant. Puis je peux te le dire, là, j'ai des exemples, puis si on avait le temps, j'en parlerai. Puis les enseignants le font aussi dans les classes. Ils font l'activité FLS. OK. Vous savez pas ce que c'est, Moi, hein? je sais pas. Non. Fais-le savoir. Et c'est une activité qu'après avoir passé le test, eh bien, mon bon ami Sébastien, qui travaille avec moi, puis d'autres, Mélanie, alors ils font l'activité, puis les enfants se promènent, puis avec le test, ils montrent à l'autre, moi, j'ai telle force, que le test valide me dit. Alors, j'ai des forces développées, puis j'ai des forces que je veux développer davantage. Fais-le savoir. Mais imaginez-vous dans une classe. Puis même, mon ami Sébastien, durant l'année, il demande à un élève, Jean-Pierre, nomme-moi la force d'Éric. Sa principale force. Là, on apprend à se connaître. Donc, ça rentre dans la psychologie, l'art de vivre le mieux possible avec soi-même, avec les autres, en communauté, avec l'environnement. Oui, avec les forces de chacun. Avec les forces de chacun. Oui, on a tous des faiblesses. Puis, il faut pas les nier. Au contraire, il faut essayer de développer des forces qui vont compenser pour les faiblesses. Absolument. Et ça, ce qu'on vient de dire pour la classe, m'apparaît tout aussi pertinent, sinon plus, pour les adultes à l'école. Ah, ben oui, pour les adultes, c'est la même chose. Moi, j'ai des écoles là, que j'ai en tête, j'ose pas nommer, bon, puis je pourrais les nommer éventuellement, où le personnel font le test. Puis quand je donne des conférences ou une formation, une journée sur les forces et la psychologie positive, ils font le test. Puis entre eux, ben, ils font la même chose. Fais-le savoir. Ah oui, je peux compter sur toi. Parce que tu as une maîtrise sur toi. Tu l'as développé, puis tu vas m'aider. Comprends-tu? Alors, c'est excessivement réaliste, lucide, simple, positif, optimiste et simple. Comprends-tu? Parce que ça fait partie de nous. Vous avez des forces. Tout le monde en a. Absolument. Puis même les enfants là, que je vois qu'on a étiquetés parfois de TDAH, puis ça, c'est un faux tout, où on a étiqueté de tel symptôme. Mais ils viennent me voir, puis je leur montre. Et regarde, le test, il dit ça. Tu te reconnais-tu là-dedans? Ah ben oui, je me reconnais là-dedans. Je suis capable d'avoir de la bonté, de la gentillesse, de la gratitude. Comprends-tu? Tout le monde en a. Tout le monde a le potentiel. Puis je dirais même Trump. Oui. Oh! Et je le dis, je suis pas pour lui, mais chaque être humain, c'est un humain. Ouais. Alors, si on n'est pas capable de voir qu'il y a un humain devant nous, peut-être qu'il nous dérange. On se sent dérangé. Je ne suis pas pour Trump, je vais le dire tout de suite. Mais c'est un humain avec un potentiel peut-être qui a été bloqué. Parce qu'on peut bloquer ces forces-là. Oui, c'est ça. Hein? À force d'avoir des symptômes, on peut bloquer les forces. En contexte scolaire, est-ce que pour les adultes, parce qu'on s'adresse un petit peu plus aux adultes, là, les enseignants, les orthopédagogues, les TES, les aides à la classe, les directions, dans un contexte scolaire, est-ce qu'il y a des forces dans les 24 qui sont plus, entre guillemets, importantes ou essentielles d'avoir ou de développer? Je serais incapable de dire ça. Non? Parce qu'il y en a qui vont développer certaines forces de leur culture, parce qu'il y a la culture là-dedans aussi, de leur culture familiale ou de l'environnement, qui sont importants pour eux, qui vont être utilisés aussi pour les apprentissages, à être déterminés. Donc, c'est la persévérance. Hein, vois-tu? Alors là-dessus, je ne rentrerai pas dans une démarche comportementaliste dichotomique. Pas du tout. Ça dépend de chaque individu, mais l'important, c'est qu'il sache qu'il y a des forces, puis c'est avec ces forces-là qu'il va apprendre à vivre. Ouais. Avec lui-même, reconnaître ça, puis avec les autres. Ouais. Est-ce que je me trompe ou on peut voir ça comme, disons, un enseignant qui nous écoute ou une direction d'école qui nous écoute, qui dit « OK, je vais aller faire un test. » On mettra le lien là, dans les explications du balado. Je vais aller faire le test sur les forces de caractère. J'arrive avec un constat de telle force ici et là, ça devient un peu un socle, une fondation sur laquelle on peut travailler pour, entre guillemets, s'améliorer. Ça veut dire ceci, moi aussi, et je dis souvent ça aux enseignants, cessons d'avoir des mots chips. Des mots chips. Vous aimez les chips, monsieur? Oui. Moi, j'adore ça. Sauf les chips ne sont pas nourrissants pour la santé, mais c'est bon. Alors, quand je dis aux enseignants, cessons d'avoir des mots chips qui sont bons, mais il faut qu'ils soient complétés. Ça veut dire, exemple, bravo, fantastique,
merveilleux, génial. C'est des mots de chips. Oui, ça peut faire du bien, mais ils me le disent à mon bureau qu'ils ne l'entendent plus. Non, ça, mais si je dis à quelqu'un, ce que je viens d'observer de toi, là, c'est ta gentillesse, ta bravoure. Tu avais peur de parler, tu es venu parler à l'avant. Mm-hmm. Et là, on nomme la force. Alors, j'ai un mot de chip, bravo, parce que j'ai vu ton courage. Là, il y a des nutriments. Ben oui, il y a des nutriments. Exact, c'est bien dit, c'est beau ça, tu vois-tu? Alors là, l'enfant prend conscience, la conscience, c'est son lobe frontal, puis notre but en psychologie positive, c'est de développer le lobe frontal, parce que tout est là dans le lobe frontal. Puis connecté à d'autres parties du cerveau, bien sûr, c'est en interdépendance. Puis ces forces-là sont en interdépendance aussi, ainsi que les vertus. Mais il faut apprendre à les connaître, à les nommer. À les nommer, ces forces-là, à les utiliser aussi. Ouais. Moi, j'ai grandi dans un milieu où, disons, le positif n'était pas beaucoup nommé. Puis quand mon amoureuse, j'ai commencé à être avec elle, elle vient d'un milieu où tout est nommé, le positif est très nommé. Et souvent, comme adulte, des fois, on perd ça, hein? Cette capacité-là à accepter le positif ou à nommer le positif. On le fait pour les enfants, naturellement. On est très enjoué pour les enfants. Bravo, extraordinaire. Les adultes, on le fait pas. Puis je pense qu'on est tous des enfants à l'intérieur de nous. Puis on a tous un enfant à l'intérieur de nous. Bravo, tu as été brave et courageux dans ce que tu as fait. Moi, ça me met mal à l'aise. Je suis pas très bon pour accepter des compliments. Mais ça fait tellement de bien que ça s'applique tellement aux adultes. C'est que quand on nomme des forces, on les reconnaît. Puis avec tout ce que j'ai dit à date, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Très souvent, on sent bien pourquoi. Parce qu'on a plus d'ocytocine, d'endorphine, de sérotonine. Puis même de la dopamine qui nous met en action. Okay. Tu sais, chez toi, là, je reconnais ta gentillesse, alors je vais te demander d'aller aider quelqu'un. Et ça sollicite souvent le cerveau réceptif, le cerveau du haut de l'enfant. Comprends-tu? Ouais. Il y a une force qui est extraordinaire, c'est la beauté. Moi, avant de connaître ça, je parlais pas de beauté. Mais depuis que je travaille là-dessus, mais je dis aux enfants, mais c'est beau ce que tu viens de dire. Reconnaître la beauté de quelqu'un. Reconnaître la beauté de quelqu'un. Hein? Reconnaître que ce que tu viens de dire, il y a quelque chose d'intéressant, de beau. De poétique. De poétique, peu importe. La recherche de la beauté, la recherche de l'excellence. Mais ça ne veut pas dire que je vais nécessairement performer au maximum. Mm-hmm. Mais c'est dans ma nature de rechercher à faire le mieux possible. L'excellence, c'est le mieux possible. Comprends-tu? Oui. Une autre, rapidement, c'est la gratitude. Mon Dieu, qu'on manque de gratitude dans notre société. J'en ai manqué pendant des années, jusqu'à temps que j'apprenne que la reconnaissance, la gratitude, savoir dire merci, c'est tellement important. Pour l'autre, mais pour moi aussi. Et dans les petites choses de la vie. Les petites choses de la vie. Avec mes garçons, je le fais beaucoup. De quoi est-ce que tu es reconnaissant aujourd'hui? Puis là, ils savent pas. Je dis, ça va être le soleil que tu as vu. Oui. Le vent, la neige qui est tombée, le froid. Les petites choses de la vie. Dire merci à la vie d'être encore vivant. Hein? Puis j'ai des enfants le matin qui se lèvent, qui disent merci, tout ça. Puis le soir, dire merci aux personnes qu'on a rencontrées. Hein? Une autre, l'humour. L'humour, c'est une des 24 forces, l'humour. C'est la force à Carlo. Ben oui. La seule force de Carlo. Non, tu l'as donc. L'humour, l'entrain, la passion, l'enthousiasme, l'espoir, l'optimisme. Ouais. Hein? Ben, ça fait partie là-dessus. Se donner un projet de vie. Le sens. La transcendance et le sens. En psychologie positive, on parle beaucoup. Quel est le sens de ta vie? Quel sens que tu veux donner à ta vie? C'est de la transcendance. Le pardon, la résilience. Avec le pardon, la clémence, on en a-tu besoin? Quand un enfant là, vit une tempête émotionnelle, puis qui nous lance des gros mots, là, puis que des adultes me disent « Il m'a manqué de respect », moi je dis souvent « Combien de fois, nous les adultes, on manque de respect au développement de l'enfant? » Il faut le dire, ça. Puis on peut avoir un petit peu de clémence. Que c'était son cerveau là, d'une tempête là, qui finit par te dire à l'adulte, prends soin de moi. Mm-hmm. Il faut savoir lire au 2e degré. Et les forces nous emmènent là-dedans.
en fait, ça me fait penser à une question sous forme d'affirmation peut-être, mais est-ce que vous pensez que, on entend souvent l'expression on a les défauts de nos qualités, mais est-ce que vous pensez qu'on a aussi les qualités de nos défauts? Moi, je dis qu'on a les deux. Parce que c'est simpliste de dire on a les défauts, les qualités. Les qualités, on a les deux. On est des êtres humains. Puis un être humain, pour moi, c'est comme une médaille. Il y a deux côtés. Autant je peux être bon dans la vie, autant je peux ne pas être bon. Comme tous les êtres humains. Touchant ma fille, je suis pas sûr que je vais être bon. Ouais. Maintenant, je peux être bon parce que si on sollicite quelque chose de moi, comprends-tu? Ouais. Chez les enfants, c'est la même chose. Autant ils peuvent s'opposer, résister, nous envoyer promener même, qu'on a peut-être fait étant jeune, autant ils peuvent nous aimer, s'attacher à nous. On a les deux. Il faut vivre avec les deux et composer avec les deux. Sauf ce que Martin disait, on a négligé un des deux, à savoir qu'on a des forces pour être heureux. C'est ça qu'il y a. On a négligé ça. Puis regarde, actuellement, c'est encore là-dedans. Hein? C'est encore là-dedans. On va parler des symptômes. On va parler des diagnostics. Oui, je veux bien avoir un diagnostic, j'en ai, mais va pas m'étiqueter. Va pas me réduire uniquement. Je suis pas réduire à ça. Mais non, j'ai des forces aussi. Puis souvent, le diagnostic, il ressort dans un milieu donné. On en revient avec cette notion d'école, difficulté en français ou agitation à l'école, diagnostic de dyslexie ou de TDAH. Mais on n'est pas notre dyslexie, on n'est pas notre TDAH. Pas du tout. C'est pour ça qu'il y a une phrase extraordinaire. J'ai, mais je ne suis pas. Hein? J'ai en dedans de moi là, un impatient. Je le sais. Mais je ne suis pas un impatient. Et ce qui va compenser ma patience, hein, mon impatience, c'est la patience. C'est une force, la patience. Comprends-tu? Alors, c'est extraordinaire quand on est capable de travailler avec ça. Il y a beaucoup d'écoles maintenant, parce que ça existe depuis 25 ans à peu près. Puis depuis une vingtaine d'années, je vois des écoles qui s'embarquent dans un mode de vie, et non pas un code de vie, dans un mode de vie où on va favoriser le développement. Des exemples, il y a des écoles qui passent une semaine complète sur une fosse, de la maternelle jusqu'à la 6e année, par exemple. Et durant cette semaine-là, on essaie d'extérioriser, de manifester la force. Exemple, la curiosité, hein, qui est innée en l'intérieur de nous. Une fosse qu'on va mettre toute la semaine, on va y penser, on va en prendre conscience, on va faire des exercices de curiosité. J'adore. Puis ensuite, une autre semaine, on va prendre l'amour de l'apprentissage. Aimer apprendre, même s'il n'y a pas de réussite. Hein? Alors, 24 fois 24 semaines, plus 6 vertus, parce que on va décrire ce que c'est la vertu du courage. Hein? Ça fait 30 semaines. Imagine-toi, à chaque année, 30 semaines, de la maternelle à la 6e année, à la fin du primaire, qu'est-ce que ça donne comme enfant? Ça va être extraordinaire. Et qu'est-ce que ça donne pour nous, les adultes? Ben oui. Comme parents aussi. Nous, à l'école, il y a 5 valeurs qui reviennent d'année en année. Puis moi, je suis capable de dire à mon neveu, « Hey, en ski de fond, t'as vraiment travaillé ta persévérance. » On dit merci à madame, le nom de la directrice, tu sais. Fait qu'on vient renforcer le message de l'école. Ça nous donne un vocabulaire commun qui est tellement puissant. Oui. Là, j'ai quelque chose à dire sur la persévérance qui est une force. Au mois de février, il y a une semaine de la persévérance et j'avoue que là-dessus, j'ai quelque chose de l'éthique. Moi, j'ai compris que c'est la seule semaine de l'année où il fallait être persévérant. Non. C'est ça? Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on demande aux enfants d'être persévérants ou aux adolescents. Et moi, j'avais un jeune dans mon bureau, il y a quelques années, qui me dit, on me demande d'être persévérant, mais je connais des adultes qui ne le sont pas avec moi. Donc, ça devrait être la semaine de la persévérance des adultes envers les enfants et les ados. Et non pas d'arrêter de leur demander d'être en plus persévérants, parce que des fois, ils sont assez persévérants de nous endurer. Il faut être humble. Oui, absolument. L'humilité est une force. Richard, je suis un enseignant, je suis un orthopédagogue, je suis une direction d'école. Je passe le test en ligne. J'ai les 24 forces là, qui sont montrées, certaines plus fortes que d'autres. Plus développées que d'autres. Plus développées que d'autres, parfait. Je fais quoi après? Comment je fais pour développer mes forces de caractère? Ben, c'est là qu'on se donne des exercices, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on ne peut pas toutes les développer en même temps. Ça. Allons-y simplement. Alors, on voit là que dans notre classe, on a la curiosité, par exemple. Hein, j'ai ça en tête. Alors, pendant un bout de temps, pendant une semaine ou quelques jours,
un temps X, bien, on va travailler à développer davantage notre curiosité. Puis on va le développer ensemble. On va aider quelqu'un à être plus curieux. Hein? Ça, c'est le fun. C'est pas seul dans son coin qu'on peut le faire, justement, dans notre on va milieu. influencer l'autre. Puis plus j'utilise ma force, à cause des neurones miroirs, plus l'autre... On modélise. Oui, on va modéliser, puis plus l'autre va développer ça. Exemple, une semaine de la gentillesse, une semaine de la bonté, une semaine de la générosité. Ça se définit comme je fais quelque chose sans attendre de recevoir. C'est ça la générosité de Martin Seligman. Et de d'autres aussi, puis on va la pratiquer. Est-ce que ça marche, ça, ces semaines-là? Il y a un côté de moi qui trouve que souvent, un peu comme par exemple la semaine des enseignants. Puis là, pendant une semaine, la direction d'école va acheter des beignes, va mettre ça au salon du personnel. Puis bon, j'ai pris soin de mon personnel pendant une semaine. Est-ce que c'est pas aussi des fois un peu contre-productif? La façon que tu parles, c'est une façon négative. Parce que la semaine, c'est durant toute l'année, on va s'attarder, comme la fête des mères, durant toute l'année, on va s'attarder de dire « Bonne fête, maman ». Une journée, au moins. Mais ça ne veut pas dire que les autres jours, c'est oublié, ça. C'est comme un rappel. C'est comme un rappel, puis mettre une insistance là-dessus. Comprenez-vous? Mettre une insistance. Alors là, je parle d'une semaine, d'une fois, ça peut être quelques jours. Ça peut être un mois d'une vertu, par exemple. Tu vois-tu? Oui. Alors, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais tout ça, faire en sorte de regarder l'enfant et l'adolescent comme un immense potentiel de force à développer sans cesse grâce à nous, les adultes. C'est nous, les adultes, qui ne développons pas. Et il faut être un modèle. Il faut parler aux adultes de nos forces aussi, puis celles qu'on est en train de développer aussi davantage. Dans un autre épisode du balado, on parlait d'être ambitieux pour nos élèves, de fixer la barre haute, leur montrer qu'ils sont capables et de le faire en groupe aussi. Puis j'entends un peu la même chose. C'est, on a confiance en votre capacité à avoir des forces et à les développer. Puis dans un milieu scolaire, il n'y a rien de plus beau, là. C'est une communauté. On peut s'entraider. Ah, bien sûr. Le mot ambitieux, je ne sais pas, moi, ça ne fait pas peut-être partie de moi, en tout cas pour le moment, mais ce que je veux dire, l'élève, écoute bien. Je vois telle force chez toi. Alors maintenant, on va la manifester davantage. Jusqu'où, je ne le sais pas. Alors, peut-être que je suis pas assez ambitieux, mais je vis bien ma vie. Mais moi, je suis pas jugeant. Je n'ai pas cette force-là. Donc, je vous juge pas. Non, mais c'est intéressant. J'ai une question. Quand on a parlé des étiquettes puis des forces, ça me fait penser au plan d'intervention. De ma mémoire, comme enseignante, dans un plan d'intervention, on nomme les forces et les défis, puis on donne des moyens pour avancer dans nos défis. Est-ce qu'on pourrait pas aussi donner des moyens pour continuer à développer nos forces? Puis je viens de vivre une expérience tellement positive en CHSLD avec mon papa. Ils ont remarqué, il est généreux, il va aller aider les autres. Donc, on va installer tel système pour qu'il puisse aider telle personne avec sa chaise, aider telle personne avec les plantes. Donc, ils prennent les forces puis ils en font un plan d'intervention. C'est beau, hein? Fantastique. Tellement beau. Fantastique, c'est beau, mais j'ai quelque chose à dire sur les plans d'intervention pour en avoir vécu. J'en ai eu étant jeune. Ça s'appelait pas comme ça, mais un plan d'intervention pour moi, c'est de s'asseoir en tant qu'adulte, puis justement, comme tu viens de dire si bien, voici ce qu'on observe chez lui comme force, comme habilité, capacité, qualité. Mettons ça ensemble. Et voici ce qui lui manque pour avoir des comportements davantage appropriés. Parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui lui manque? Et le troisième élément, qu'est-ce que nous, les adultes, on va mettre en place pour obtenir ce qui lui manque à partir de ses forces? Parce qu'un plan d'intervention, c'est que nous, les adultes, comment on va se mettre en marche ensemble pour faire en sorte que cet enfant-là puisse développer ses forces. Puis développer les forces, là, ça veut dire développer sa maturité affective et sociale, parce qu'il y a un lien entre la maturité affective et sociale et les forces qu'on est tenté de démontrer là, dans un groupe avec lequel je travaille. Il y a un lien. Il y a un lien, oui. Bon, exemple, se maîtriser.
Hein? Et maîtriser son impulsivité. Mais c'est une force, ça. Une force de la tempérance. Alors, c'est comme ça qu'on... Mais c'est vrai parce que j'ai vu beaucoup de plans d'intervention au fil des années dont la majorité des actions étaient l'élève doit. L'élève doit. L'élève doit se retirer. L'élève doit mieux se contrôler. L'élève doit utiliser tel outil. Qu'est-ce qu'on lui offre? Comment veux-tu que, comme élève qui est bloqué dans sa maturité affective et sociale, il faudra aller voir Gordon Neufeld là-dessus, Deborah McNamara, comment veux-tu que j'arrive à me maîtriser? Sonia Lupien, elle parle de co-régulation. C'est l'adulte qui pense pour l'enfant. Parce que l'enfant, il est bloqué dans sa maturité. Comprends-tu? Alors, il y a tout un vocabulaire qu'il faut changer, puis une compréhension qu'il faut changer. L'enfant est en développement, puis un cerveau immature, son lobe frontal atteint la maturité entre 25 et 30 ans pour les enfants bien partis. Les enfants mal partis, c'est plus tard, dont je suis issu. Et on m'a jamais dit, jeune, que j'avais des forces. Sauf un professeur, il dit, toi, ce que j'observe, là, puis est caché, tu ne manifestes pas beaucoup, c'est ta gentillesse. Lui, il a renversé mon cerveau. Parce que quand les mal partis, il s'identifie à tout ce qui n'est pas beau d'eux. Mais ce qui est beau, c'est dans l'ombre. Ouais. Et l'adulte doit avoir cette compétence de mettre l'ombre en avant. C'est vrai. Malheureusement. Et on a un bel outil, les 24 forces et les 6 vertus. En terminant, j'aimerais vous demander, Richard, si vous étiez une direction d'école, puis vous dites, moi, comme direction d'école, je veux jouer mon rôle de leader pour amener mon personnel et les élèves et toute cette communauté-là à se développer. Quelle est la première chose que vous feriez pour amener tout ce beau monde-là à développer leur force de caractère? Dès le début de l'année, faire en sorte que tout le monde puisse faire soit le test Internet ou le test papier, qui est très valide, et puis faire le FLS. Le savoir. On va faire savoir ensemble, en équipe, les forces qu'on possède, puis celles qu'on veut développer davantage, parce qu'elles ne sont pas toutes développées de la même façon. Première chose, et on va le faire avec les enfants. Là, vous allez me dire, maternelle, première, deuxième, oui, j'ai des amis en première année qui parlent des forces aux enfants avec des pictogrammes, puis dans les tests, c'est pas nécessairement le score qui est important, ce sont les énoncés. Okay. Quand je suis seul, par exemple, eh bien, j'ai assez de créativité pour m'occuper. Puis tu parles de ça aux enfants. Puis même en première année, puis il y en a qui disent « Non, moi, je suis pas capable. Ah, moi, je suis capable. Ah, regardons ça. » Vois-tu? Alors, puis d'installer dans notre mode de vie à l'école, apprendre à vivre avec les enfants, eh bien, cette approche, parce que c'est une approche. Puis c'est pas une approche autre que ce que possède l'être humain depuis des siècles. Non. Et c'est pas une approche qui est champ gauche par rapport à l'objectif de l'école. L'école, c'est de former les citoyens de demain, les outiller. Puis, si on développe ça et qu'on reconnaît nos forces, on va être, entre guillemets, meilleur avec ce qu'on doit faire à l'école. Éduquer, sa racine latine, c'est educere, et ça veut dire faire jaillir le potentiel de l'enfant. Ce qui est littéralement ce qu'on vient de dire. C'est exactement ce qu'on dit. C'est très beau ce que vous dites, M. Robillard. Merci. Richard Robillard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va vous partager les liens vers les tests de force de caractère qui ont été nommés par Richard Robillard. Et Hélène, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir à quel point on sous-estime l'importance de nommer nos forces, de nommer ce qui va bien pour se sentir bien. Tout à fait. Je retiens vraiment cette idée-là de... En fait, les mots nous permettent de mettre en lumière ce qui était peut-être dans l'ombre. Puis, en tout cas, j'ai envie, tu sais, moi aussi, de l'appliquer dès maintenant. Tu sais, je retiens aussi les mots chips, là, tu sais, de dire à mes enfants, par exemple, ou aux gens de mon entourage, quand tu as fait telle chose, j'ai remarqué telle force. Tu sais, ça vient comme réveiller ma curiosité. Oui, parce que le quotidien de tout le monde, puis on parle du personnel scolaire ici, le quotidien du personnel scolaire, des fois, il y a beaucoup d'ombre dedans. Là, on revient à la maison, puis là, la routine familiale, puis on repart. On prend pas le temps de mettre l'éclairage sur nos forces. Puis ça a un pouvoir de bien-être très, très grand parce que souvent, on va se réduire. On parlait de diagnostic pendant l'entrevue. On va se réduire à nos défis. On va se réduire aux problèmes qu'on a, aux enjeux avec nos élèves ou avec les autres membres du personnel. Mais quand on focus sur nos forces, on focus sur du positif, sur pas un talent, mais en tout cas un outil qu'on a en soi pour surmonter l'adversité.
Oui, puis ça vient juste rééquilibrer dans le fond, parce qu'on parlait de biais de négativité, je crois qu'il y a ça aussi. En tout cas, moi, je parle pour moi, j'ai ça. Mais là, quand on fait le petit effort d'aller nommer la force, on vient rééquilibrer quelque chose qui est possiblement plus proche de la réalité qu'une perception qui aurait été biaisée par la négative. C'est vrai. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Carlo. Et vous, si vous nous écoutez en audio, abonnez-vous sur la chaîne, que ce soit sur Spotify ou les autres plateformes de balado. Sinon, on est aussi disponible en vidéo, entre autres sur la chaîne YouTube. Allez voir le site monancrage.com pour voir tout ce qu'on fait pour le bien-être du personnel scolaire et partager dans votre milieu. On parle jamais assez de prendre soin des autres et de prendre soin de soi dans le monde de l'éducation. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Bye. Un moment d'ancrage qui peut nous permettre de mettre en lumière des aspects positifs de notre expérience, c'est de se tourner vers le positif. Donc, je donne un exemple. Quand on observe les sensations dans le corps, comme par exemple, je peux le faire en ce moment, on prend une pause de présence attentive, quelles sensations sont là? Ça se peut que la première chose que je remarque, ça soit quelque chose qui me dérange, comme une tension, un serrement. Là, si je vais, c'est plus une vibration qui est là, qui me dérange, qui est un peu inconfortable. Puis là, je reste avec l'inconfort. OK, il y a ça. Quoi d'autre est là? Ah, ça serait peut-être ça la clé de la pratique. Quoi d'autre est là? Et là, j'ai senti mes pieds bien ancrés dans le sol, une espèce de force, une espèce de confiance qui était là, puis qui vient peut-être un peu rétablir cet équilibre-là qu'on cherche à cultiver en présence attentive.